Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue sur le décryptage de la semaine avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, Patrice Talon, le président du Bénin, a dit oui aux appels à un second mandat. C'était ce 15 janvier 2021, 24 heures après, bien évidemment. L'Union progressiste l'a désigné comme étant son candidat, donc le candidat du parti. Le oui de Patrice Talon qui dit qu'il est désormais disponible, qui s'engage désormais à pouvoir faire continuer la dynamique. Certains se posent également la question de savoir de quelle dynamique parle-t-on? Je pose justement cette question à Agapit Napoléon Maforican, notre consultant politique. Quand Patrice Talon parle de dynamique qui doit continuer, de la continuité, de quelle dynamique parle-t-on exactement? Ceux qui poseront cette question, c'est ceux qui n'ont pas suivi Patrice Talon tout au long de ces 2 mois pratiquement de tournée. Il a commencé le 12 novembre, il a terminé donc le 13, le 15 janvier. Donc pratiquement les deux mois. Ceux qui parlent de quelle dynamique parle-t-on? C'est de ceux qui n'ont rien suivi, ceux qui sont restés enfermés et qui ont découvert simplement qu'il a sorti une phrase. Quand on parle de dynamique, c'est la dynamique d'adhésion à un Bénin qui a changé et qui a radicalement changé, mais alors dans tous les sens, dans tous les domaines depuis 5 ans. Et ça, tout le monde le voit. Même ceux qui l'attaquent, ceux qui le critiquent, reconnaissent que, bon voilà, on dit qu'il veut aller à pas de charge. Il fait du forcing, mais il transforme le pays. J'ai écouté des organes, presque, le dire. Donc, de quelle dynamique parle-t-on? C'est de la dynamique du changement. C'est la dynamique du changement. Quelqu'un avait créé une dynamique du changement pour un Bénin, je ne sais pas quoi. On y est. Ces personnes, s'ils croyaient à leur slogan, dynamique de changement pour un Bénin développé, par exemple, nous y voilà. Parce que c'est vrai qu'on va me dire, oui, mais il y a ci, il y a ça, c'est sûr. Je ne pense pas qu'il y a eu une action de l'homme qui soit si parfaite, qu'on ne puisse rien redire. Mais lorsqu'on remonte au temps, lorsqu'on regarde, et quelqu'un l'a si bien dit ce matin dans les plateaux, quand on entend le président Nicéphore Senghor, Premier ministre, parlait de rendre gorge au moment où il a pris fonction en tant que Premier ministre. Et après la déception des spoliés, alors qu'au moment où le ministre de la Justice, Yves Donatien-Yawessi, leur demandait, ou le ministre de l'Intérieur, Jean-Florentin Ferry-Ro, leur demandait d'aller porter plainte. Ceux qui avaient cru qu'ils pouvaient avoir gain de cause étaient désabusés, désillusionnés. On est en 90. Et pendant le gouvernement de transition et pendant la suite. Mais ça, il faut se le rappeler. Les partis politiques intégrés, le multiparti intégral, qui n'a pas dit que c'était des clubs électoraux, qu'on avait des trucs, il y avait ça, chaque famille avait son parti. Tout le monde l'a déploré. On a tenté des réponses. Ici et là, ça ne marche pas. Plein d'alliances, sans lendemain, ça se crée, ça se recrée, ça se casse, ça se recasse, ça se reconstitue. Et puis, tout ça dans un abus total du peuple, parce que les gens ne savent même plus là où vous êtes. Vous êtes dans tel domaine aujourd'hui. Donc, ils font l'ascenseur de manière intempestive. C'est ça qui a changé. Là, lorsqu'on vous nomme, vous savez que, bon voilà, vous ne demandez même pas votre salaire parce que vous savez que l'État est là, on va le spolier, on va le ronger, on va détourner, on va utiliser les moyens de l'État pour tout faire parce que on peut être pratiquement très peu payé ou mal payé et s'en sortir parce que ici c'est le Bénin. On va prendre ça Ndemajo. Ndemajo, rien ne se passera. Agapit Napoléon Maforican, on les appelle les accessoires, les à côté de la fonction. Très bien, donc les à côté ont été suffisamment encadrés pour que ça aille vers le développement du Bénin. Aujourd'hui, le travail est valorisé. C'est l'ode au travail, c'est la gloire. On rend gloire au travail, on salue le travail, on vénère le travail. Parce que vous ne travaillez pas, vous ne pouvez rien avoir. Voilà ce qui a changé. Donc, cette dynamique qui doit se poursuivre, c'est cela. Cette dynamique qui va se poursuivre, c'est les réformes politiques aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons été aux élections locales, on a été aux élections communales, avec le nouveau code électoral, et on s'est rendu compte que des partis n'ont pu avoir
d'élus, tout simplement parce qu'on leur a appliqué la logique nationale, le taux de le seuil de représentativité. C'est ce qui a changé. Ce n'était pas évident hier. Ce qui a changé, c'est notre constitution que des gens pensaient tailler dans du marbre, que c'est carrément un totem qu'on ne peut jamais toucher. Et donc, tout le monde peut trouver qu'il y a des choses à corriger, mais on ne peut jamais les toucher parce que c'est du totem, c'est les anges qui l'ont écrit, c'est qu'on ne peut plus rien faire, c'est la Sainte Bible. Alors, finalement, on s'est rendu compte qu'on peut la corriger. Ça a été bien corrigé et ça dérange certains. Mais c'est cette dynamique qui doit se poursuivre. Donc, il faut vous rendre compte que c'est sûr qu'au moment où Patrice Talon venait, beaucoup l'ont soutenu. Vous voyez, en fait, ceux qui se posent des questions aujourd'hui, il y en a deux catégories. Il y a ceux qui, sans doute, ne l'ont pas soutenu et qui ont découvert plutôt que, il était porteur plutôt d'un idéal auquel on n'y avait pas pensé, auquel on n'avait pas cru, parce que on le voyait beaucoup plus comme un homme d'affaires, comme plutôt quelqu'un qui finance les hommes politiques que quelqu'un qui peut faire l'homme politique. Moi, j'ai analysé de cette manière-là, de cette posture-là. Et puis il y avait les autres qui pensaient que Patrice Talon, comme il est magnant, il est généreux, il est ouvert, il est sobre, il est sympathique, bon voilà. L'argent pouvait circuler. Donc c'est un gentil bonhomme qui prend le pouvoir, bon voilà, il sera entre Paris et Cotonou, et il sera en train de dilapider les fonds publics à Cotonou, et puis bon voilà quoi, il est déjà riche, il ne cherche pas grand chose, donc il ne suivra rien, puis il n'aura pas à avoir ses amis derrière lui. Voilà ceux qui ont cru, ceux qui ont cru, et eux ils découvrent pendant que ceux qui n'ont pas cru découvre plutôt un homme dynamique, généreux dans l'action, un homme engagé, déterminé, hein, à atteindre les types. Les autres qui s'attendaient plutôt à des choses, qui pensaient qu'ils vont se la masse avec voilà, donc, se rouler carrosse, ils pensaient que c'est pion sur rue, on va saccager l'autre part du pays, on parlait de cuillère, l'autre part de la louche, une cuvette, une bassine, ils pensaient à tout ça, et donc finalement, ils sont déçus. Donc, voilà la dynamique qui doit continuer. Parce que quand on suit un peu quelques réactions ayant suivi donc l'annonce de Patrice Talon, certains se demandaient, comme le professeur Joël et Frédéric Aïvo, qui se demandaient si la dynamique qui doit continuer, est-ce que ce sont les licenciements par exemple? De quelle structure par exemple? Parce que c'est ça, il faut comparer. Il y a quel licenciement et où? Nous sommes dans un libéralisme économique. Est-ce que l'État béninois a licencié? Je ne sais pas. Je n'ai pas entendu. Je peux me tromper. Je peux avoir quelques sautes, enfin quelques noirs dans ma pensée. Mais je ne pense pas que l'État béninois ait spolié quoi que ce soit, ait licencié qui que ce soit. Bien au contraire. Bien au contraire. L'État corrige les situations administratives des désordres créés précédemment par les gouvernements successifs. Et beaucoup de choses au niveau administratif ont été corrigées. Aujourd'hui, vous allez à la retraite, vous prenez votre... Vous n'avez plus à vous poser des questions. Avant, les gens, il faut attendre 18 mois, par exemple. L'État corrige ces choses. Vos actes administratifs, l'État corrige. Vous pouvez les avoir de n'importe où vous êtes aujourd'hui. L'acte de naissance n'est plus un mythe. L'acte de naissance n'est plus ce fétiche que tous les Béninois vivent dans l'insécurité parce qu'ils n'ont pas d'identité, ils n'ont pas de pièce d'identité. Ça, c'est corrigé, par exemple. Alors, il parle de quel licenciement? Maintenant, la dynamique des entreprises, ou soit on est dans le libéralisme, ou soit on ne l'est pas. À partir du moment où c'est le libéralisme économique, on a dit clairement à la conférence nationale, on l'a remis dans notre constitution. Donc moi je pense qu'il est remis dans la constitution. On est dans le libéralisme, donc l'interventionnisme de l'État ne peut pas être, on ne peut pas vouloir une chose contraire. On peut vouloir être libre, laisser l'initiative privée prendre le dessus et demander qu'il y ait un interventionnisme. Il y a un encadrement de l'État. C'est au nom de l'encadrement de l'État qu'il y a eu, par exemple, la situation au niveau des hôpitaux où la clientèle privée a été séparée de la fonction publique. C'est par exemple, même s'il y a des problèmes autour, s'il y a des questions à régler, s'il y a sans doute des ajustements à faire, c'est quand même un bon arrangement qui permet aujourd'hui aux populations d'aller, lorsque vous allez dans nos hôpitaux, dans nos hôpitaux de zone, dans nos centres de santé communaux, vous avez des médecins en place. Ce ne sont plus des médecins qui gambardent entre leur cabinet privé et l'hôpital public. Donc, ça, c'est voilà la régulation que l'État a eu à faire. Et dans plusieurs domaines par ailleurs. Donc, au niveau de l'enseignement,
au niveau de l'enseignement technique et professionnel, je veux dire, l'État s'est rendu compte que on ne forme pas le Béninois à l'emploi. Le Béninois n'est pas formé à l'emploi, le Béninois est formé, hein, disons, pour errer, pour peut-être perdre son temps sur les réseaux sociaux, pour commenter l'actualité du matin au soir, et finalement pour regarder en l'air, et 30 ans, il est toujours à la charge des parents, alors qu'il y a assez de la... Il y a assez de sujets. J'ai entendu le chef de l'État, je ne sais pas qui le disait, ou bien que c'est un ministre, disait, mais on a besoin de la plomberie. Je pense qu'il y a des grands travaux en cours et on n'a pas de plombiers pour faire le travail. Vous comprenez qu'il y a un gros problème. Dans les pays sous-développés où on parle d'emploi, où on forme, donc, où les gens s'agglutinent dans des facultés qui ne forment pas systématiquement l'emploi. Alors donc, même si on a pu le faire il y a 30 ans, il y a 40 ans, il faut revenir aux réalités aujourd'hui. Donc il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme. C'est ça que le chef de l'État a dit devant les députés lorsqu'il fait son discours sur l'état de la nation. Donc, vous comprenez qu'il y a peut-être ceux qui sont là et qui notent les tâches. Hein, donc les tâches normales. Quand vous menez une action, il y a de petits points noirs, c'est que c'est suffisant. Eux notent les insuffisances, nous on note les acquis. Parce que les acquis, nous les avons entendus il y a longtemps. Les acquis, on a vu faire, on a vu des présidents démarrer et reculer. Ils font un pas devant, ils font deux derrière. Ils font un pas devant, ils font deux derrière. Finalement, on a reculé. En fin de compte, on s'est retrouvé plus en arrière qu'on était au moment où ça démarrait. Aujourd'hui, on sait que de grands pas ont été faits. Je n'ai pas envie de m'interroger sur la stratégie. C'est tellement évident aujourd'hui que personne n'a plus rien à dire. Mais sur beaucoup d'autres choses, je vous ai parlé de l'emploi et de la formation, je vous ai parlé de volet sanitaire. J'ai entendu quelqu'un parler du social. Mais le social, ce n'est pas, l'argent ne tombe pas du ciel pour qu'on le partage. Il faut d'abord créer la richesse. Et cette richesse a été créée en enfermant les poches de corruption, enfin en les réduisant. On ne peut pas les fermer, mais elles ont été suffisamment réduites. Et aujourd'hui, l'argent sert à faire autre chose. Donc du coup, est-ce qu'on est déjà au bout du tunnel? Sans doute pas. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais beaucoup d'efforts, beaucoup de pas de géant, enfin, des pas de géant ont été faits. Et donc, lorsqu'on parle de licenciement, il faut peut-être acter, il faut peut-être donner des détails, parce que c'est trop facile, KBJ, corruption, avant c'était ça qu'on alignait, et d'un régime à un autre, oui, il suffit de sortir ce chapelet de récrimination et puis bon voilà quoi, on a le vent en poupe. Aujourd'hui il faut démontrer, parce que quand vous dites d'ABJ, démontrer. Quand vous dites licenciement, démontrer. Sinon, ça sonne comme les refrains habituels de fin de mandat que des gens totalement isolés ou déçus, perdus dans la nature, essayent de sortir pour pouvoir se faire entendre par peut-être une classe publique, une opinion un peu désolée parce que à cause de la cacophonie qui vient de tous les sens. Très bien. Il y a, vous parlez des déçus, il y a certains quand même qui sont déçus suite à l'annonce de en fait, l'annonce bien évidemment de Patrice Talon. Éric Ngoundete par exemple, qui est membre donc du parti Les Démocrates, trouve que c'est quand même c'est une forme de tricherie, c'est une supercherie quand on a affirmé que l'on ferait un seul mandat. C'est le point du président. De quoi lui se mêle? L'affirmation du président n'est pas un décret, n'est pas une loi, n'est pas une loi. Alors quel est le problème? C'est le président. Donc il a qu'à laisser le président à son problème. Il trouve que la parole est sacrée. La sienne est sacrée. La signature qu'il a apposée en mars 2019, qu'il a créé des problèmes là aujourd'hui, où il dit qu'on les a exclus de l'élection. Pourquoi il a signé? On a le document signé. Pourquoi il a signé les lois dérogatoires et il est reparti le lendemain pour dire qu'il faut donner les récépissés à tout le monde? C'est ça qui a fait que les FCB ne sont pas allés aux législatives. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui ils sont là à faire des récriminations, à aligner des chapelets de revendications, à parler du Parlement monocolore et à le faire le dire même à des personnalités vraiment respectables qui, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans ce merdier. Donc, c'est eux. La parole donnée, il faut déjà se l'appliquer avant de vouloir l'appliquer à l'autre. Je trouve que c'est déplorable quand même que ce monsieur, et je veux parler d'Éric Ngoundete, vice-président de l'Assemblée nationale, au moment où les lois ont été votées en 2018, qui a donc, il est responsable des réformes. En tant que vice-président, il est de la direction du Parlement, il est acteur des réformes. Et si on remonte en 2015, on sait comment il est devenu député, il est devenu membre du bureau de l'Assemblée nationale. C'est avec l'équipe qu'il combat aujourd'hui. Alors,
quand vous l'écoutez, la question de savoir, mais quelle crédibilité à lui apporter? Il était dans une dynamique. Il a quitté la dynamique au nom de quoi, par exemple? Il a quitté la dynamique au nom de quoi? Et qu'est-ce qu'il apporte de nouveau depuis qu'il a quitté la dynamique? Il a voulu conduire au blocage. En tant que vice-président de l'Assemblée nationale, vous votez des réformes, et on les applique, et vous dites que ah non, il ne faut plus les appliquer. On dit d'accord, il y a des difficultés. Le président même dit, ah, il y a des difficultés, allez corriger. Vous faites partie d'un comité. Le comité finit de travailler, vous signez pour qu'on change, qu'il y ait un consensus pour qu'on puisse modifier et que tout le monde aille. Et au moment de présenter ça à la plénière, vous faites votre face et vous dites que non, d'ailleurs vous ne voulez plus participer, que ça finit, qu'on n'a qu'à donner résultat à tout le monde. Mais il faut qu'il rappelle, je pense qu'il faut qu'il réponde à ça. Ah, donc, s'il ne répond pas, moi, chaque fois quand j'aurai l'occasion de prendre la parole, je poserai parce que s'il ne répond, c'est là, c'est l'amnésie collective qui est notre problème. Mais il y en a que non, tout le monde ne peut pas perdre la mémoire. Donc, à partir du moment où il n'est pas capable de nous dire pourquoi, alors pourquoi il va opposer au chef de l'État la parole donnée? Maintenant, je n'ai pas envie de dire comme Adrien me dit que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ça, c'est un autre problème. Si vous croyez aux promesses, c'est votre problème. Une promesse n'est pas une loi électorale. Et une promesse n'est pas la Constitution, ce n'est pas une disposition constitutionnelle. Ça, c'est une évidence. Donc, quand quelqu'un oppose votre promesse à votre morale, je dis, mais attends, moi je promets, sur le terrain, je vois autre chose, je m'adapte. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. On doit s'adapter à son temps. Donc, rester obstiné, c'est ça, être un imbécile. Voilà. Donc, quand vous êtes sur le terrain, c'est le terrain qui commande. Hein, ce n'est pas la littérature d'amphithéâtre, non. C'est le terrain qui commande. Donc, quand vous êtes sur le terrain, vous devez pouvoir être en mesure de vous adapter aux situations. Et par ailleurs, le chef de l'État a eu le temps d'analyser. Quand vous savez, le peuple c'est qui? Parfois, et c'est Lazare Ouettawetto qui disait ça, je pense en 2006, quand il a fait le premier tour, il n'a pas été bien récompensé. Il dit, bon, écoutez, moi j'ai fait mon travail, mais chez nous, le peuple, quand il se trompe, on dit que le pouvoir appartient au peuple. Donc, parfois, quand le peuple se trompe, il faut le suivre. Mais il ne faut pas qu'on se croie plus intelligent que le peuple. Quand le peuple se trompe, nous devons suivre le peuple. C'est ça qu'il disait. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Mais le Parlement représente le peuple, frère ou faux. C'est ça? Tout à fait. La représentation nationale, on l'appelle. Alors, le chef de l'État, et c'est la seule révision de la Constitution qu'il a tenté quand il est arrivé. La révision constitutionnelle de 2017. Mais il a mis ce mandat unique. Ça, c'est solde de tout compte. Il a mis ce mandat unique. Le peuple, représenté au Parlement, a dit non. C'est une loi constitutionnelle, c'est une révision constitutionnelle. Alors, si le peuple dit non, pourquoi vous voulez lui opposer l'obstination de s'y accrocher? On a dit, ah non, c'est lui, il a dit tout moral. Mais ça, c'est son problème. C'est pas votre problème. Donc, vous ne pouvez pas opposer à l'autre sa morale, à lui, impersonnel. C'est son problème. Il peut évoluer quand il veut, il peut changer quand il veut. Mais ce que lui, il a fait, la parole donnée, c'est ça que lui, il a fait. Il est allé jusqu'au bout de sa pensée et de sa promesse, peut-être électorale, en soumettant un projet de loi qui permet donc que le mandat soit unique. Si ce projet avait été acté, on n'y sera pas aujourd'hui. Il serait un président qui donne le mandat qui est en train de finir et les gens auraient eu la latitude d'être candidats. Donc, c'est eux-mêmes qui doivent, il faut qu'ils s'en prennent. Quand les gens sautent sur ces champs, si vous n'avez pas cru, ne venez pas demain pour dire, il a dit ça. C'est trop facile d'embrouiller l'opinion avec ce type de déclaration. Très bien. Au lendemain, donc, du oui de Patrice Talon, les membres du parti Union Progressiste se sont réunis et l'ont désigné, pour certains, pour beaucoup d'ailleurs, sans surprise, comme étant le candidat du parti, l'agenda de l'Union Progressiste, l'agenda du chef de l'État. Surprise pour l'Union Progressiste, certainement, rapide Napoléon Baforican. Non, pourquoi? Tout doit se jouer en janvier, je vous l'avais toujours dit, depuis 6 mois, je vous répétais qu'on était dans le temps, que ça se déciderait entre la deuxième quinzaine. Mais certainement, les progressistes ne s'attendaient pas à ce que le chef de l'État puisse le dire le 15, donc la veille de leur... Ça change rien. Ça change quoi? Ça change quoi? Ça change rien. Des partis peuvent encore se rallier à la candidature du chef de l'État aujourd'hui. Donc il n'y a pas de course contre la montre. C'est vrai, moi il l'a dit le premier. Et bon, voilà, le PR ensuite. Voilà. Donc aujourd'hui, le PR ne s'est pas encore prononcé.
Peut-être que le PRD rallierait, parce que bon, c'est un parti de la majorité, on fait de la mouvance. Donc, on verra bien. Donc, pour moi, il n'y a pas... Je pense qu'il n'y a pas événement. L'annonce n'était pas un événement. L'annonce n'est pas un événement. Mais si c'était dit il y a 2 semaines, il y a 1 semaine, ça ne changeait pas grand-chose. Il y a tout de même, on s'attendait à ce que l'Union progressiste nous présente également le vice-président. Est-ce qu'il y a des difficultés au sein des partis de la mouvance de pouvoir nous soumettre un vice-président, le colistier de Patrice Talon? Je trouvais que c'était osé, je l'ai dit la dernière fois ici, que c'était un peu osé de vouloir dégager le vice-président. Facile, parce que c'est compliqué, cette affaire de vice-président. J'ai entendu les gens banaliser la fonction en disant que bon, voilà, il n'y a rien de ça. Et c'est un poste honorifique. Mais non, mais attendez, que fait le vice-président américain? Il faut leur poser la question. C'est un poste stratégique. Il n'est pas élu pour faire quelque chose. Il est élu pour empêcher que quelque chose se déroule, pour empêcher qu'on arrête un processus. Il est là pour valider le quinquennat. Parce que, en cas de qu'est-ce qu'il y a, un État ne se gouverne pas comme dans une épicerie où ça, on attend les clients comme ils veulent, quand ils veulent. Ça, c'est un projet. C'est un projet permanent. Donc, vous devez être en mesure de ne jamais laisser la machine s'arrêter. Donc, le vice-président n'est pas là pour être un exécutif. Et la Constitution était claire là-dessus. Donc, il n'y a pas à banner, c'est la description du poste. Et c'est un poste essentiel. Allez vous dire que le grand chancelier de l'ordre national du Bénin n'est pas une personnalité importante? Ah, vous, si vous connaissez, il faut lire la loi sur qui organise la grande chancellerie. Et quand vous savez comment les gens sont heureux quand on les nomme, et comment ils sont reçus, et toute la rituelie qui entoure ce processus, il faut comprendre qu'un grand chancelier de l'ordre national du Bénin n'est pas n'importe qui. Et que c'est une personnalité, c'est le chef de l'État qui est grand maître de l'ordre national et qui confère ce pouvoir-là au grand chancelier, qui, lui, de diriger le conseil de l'ordre, de faire des propositions et d'apposer les décorations et de manière, disons, permanente. Donc, lui-même, devant le chef de l'État, il peut récupérer à tout moment son statut. Lui-même peut décider d'apposer les distinctions à qui il veut. Donc, c'est un pouvoir présidentiel. La chancellerie la grande chancellerie. Mais ça fait partie du pouvoir souverain du chef de l'État, du pouvoir des attributions du chef de l'État, mais il le confère. Qui est délégué. Il la confère au grand chancelier. Donc, il la confère au vice-président. Le vice-président est dans son rôle. Il est dans l'ombre présidentielle. Ce n'est pas un acteur visible. Normalement, il ne doit pas faire de l'activisme. Il est dans l'ombre présidentielle et il n'a pas son tour à attendre normalement. Il doit pouvoir éviter que son tour arrive. Donc, il doit veiller. C'est l'ombre du président de la République. Donc, il faut que les gens comprennent un peu l'origine de ce... et sa pertinence. Et pour que ce ne soit pas quelqu'un qui soit là à ne rien faire, et on va dire budgétivore, ça permet de régler en même temps la question de la grande chancellerie. Donc voilà, c'est un bon attelage institutionnel. Alors, donc, je ne vois pas pourquoi on banalise le poste. Maintenant, comme l'UP n'est pas le seul, je vous disais que le BR a choisi le chef d'État, mais n'a pas désigné le vice-président. Parce que le chef de l'État lui-même, dont on dit qu'à l'époque on voulait qu'il soit candidat, il faut bien normalement le consulter. Vous ne pouvez pas lui imposer le vice-président. Si vous le soutenez, vous n'êtes pas seul. Il y a Moël, il y a BR, il y a l'UDBN, vous avez le PRD, vous avez donc toutes les parties qui disent de la majorité. Normalement, le mieux c'est peut-être de se consulter, d'échanger, de voir qui peut bien, et peut-être de faire 2-3 propositions au chef de l'État. Peut-être. Et finalement, c'est ce que l'Union progressiste a décidé. Voilà. Donc, c'est une bataille qui doit s'observer ou qui s'observe déjà entre donc les partis de la mouvance. Non, pas évident. Je pense que vous savez, le chef d'État, Patrice Talon, est un méthodique. Ça veut dire quoi? Eux qui sont BRUP, parce que c'est eux qui ont des représentants, c'est eux qui ont des élus. Je pense que ça se jouera à ces deux niveaux. À est-ce qu'on va y contenter un parti comme le PRD? Mais là encore, je regarde le profil du vice-président, sauf aussi que c'est Adrien Ngwedji. Mais si Adrien Ngwedji voudrait être vice-président, je ne sais pas. Encore que l'âge, il y a une question. Merci. Donc l'âge, je pense qu'on l'avait évacué la dernière fois. Donc c'est plus lui du tout. Alors, du coup, il faut regarder dans l'UP le BR. Ensuite, je le disais également, lorsque vous analysez un peu, c'est vrai, et je commence par être beaucoup plus dans cette dynamique que
la géopolitique est telle que vous ne pouvez pas systématiquement, le chef d'État ne peut pas faire passer sa logique qui n'est pas nécessairement ancrée sur l'équilibre régional. Je pense qu'au gouvernement, on peut nommer des personnalités, disons, techniquement au point. À l'Assemblée nationale, oui, mais déjà, on a vu avec le bureau de l'Assemblée que l'équilibre a été respecté. On attend de voir un peu ce qui va se passer à la Cour suprême. Bon, évidemment, ça va avec la Cour des comptes. Mais ce que je pense formellement, je pense que le colistier va provenir de la partie septentrionale. Et quand ça va être comme ça, regardez le BR, regardez l'UP, vous verrez bien que les concertations vont se faire autour d'un nom que je cite depuis longtemps, Ablaye Tchané, auquel il faut ajouter au niveau de BR, du BR Bouyan, le général Bouyan, qui est... Alors quand vous regardez Biotchané, j'ai déjà beaucoup parlé de Biotchané, mais vous regardez le général Bouyan par exemple, c'est quelqu'un, il était le premier à commencer la bataille contre le président Yahi, il y a quelques années. Donc c'est quelqu'un qui a nourri l'ambition présidentielle. Il a été premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est ça? Deuxième après, il a été deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Et puis, je pense qu'il a le profil. Il a capitalisé énormément. Il a capitalisé, il est resté quand même au niveau supérieur donc, de l'appareil de l'État. Il connaît de quoi on parle. Donc, lui, BR, je pense qu'ils vont devoir s'entendre et peut-être proposer un des deux. Je ne sais pas qui est preneur, qui n'est pas preneur, je ne suis pas dans les secrets. Quand vous regardez du côté de l'UP, quand on reste toujours dans cette partie-là, dans cette partie-là, bon, vous allez voir peut-être la Calafia qui vient comme le numéro 1 pratiquement, ou alors Mme Talata, son successeur, enfin son suppléant qui est au Parlement comme président de l'Assemblée nationale. Donc, quand vous regardez, peut-être que si le chef d'État veut jouer sur une dame, Mme Talata nous a déjà surpris par son entrée fulgurante au Parlement. Tout à fait. Donc, peut-être que ça va être aussi une fulgurance à la tête du pays en tant que vice-président. Ou alors, c'est la Calafia lui-même, qui fait la consécration d'une carrière politique dense depuis les années UDS, avec Amama Moundiaye, avec le président Soglo. Donc, il est passé un peu à l'opposition à Kérékou, et puis vice-président de l'Assemblée nationale, et puis après, voilà, ministre de Souyaï, ministre de l'Intérieur depuis 5 ans, et des situations sérieuses qu'il a eu à gérer. Je pense que lui aussi a capitalisé suffisamment d'expérience. Donc voilà. Alors, voilà un peu ce qu'on peut... et donc l'équilibre régional n'est pas à négliger dans le choix. Peut-être qu'il faut voir un Arif Farid Bako un peu plus haut, mais je pense que lui, il est encore assez jeune pour pouvoir s'enfermer dans la grande chancellerie nationale du Bénin. Et comme, voilà, donc je pense qu'il a encore peut-être de temps d'activisme politique à gérer. Donc voilà, ça c'est un bref coup, c'est un coup rapide. C'est un peu, s'il doit faire un travail. Là, l'analyse est autour de ça. Je dis, vous dites que... l'équilibre... Oui, c'est un facteur important dans l'élection présidentielle. Je vous disais la dernière fois que regardez au Nigeria, c'est un peu, ça se joue un peu comme ça. On peut pas négliger l'affaire. Puis après, maintenant une fois élu, le chef d'État, lui, il a sa part, il sait qui mettre où. Quand on va faire une cartographie géographique des emplois ou des affectations administratives, des hautes fonctions administratives, je ne pense pas qu'une région puisse être lésée. Mais ça dépend de quel ancrage, en quel moment. Mais lorsqu'il faut faire l'élection présidentielle, je pense que c'est important que entre les candidats et son colistier, qu'il y ait quand même 2 régions importantes du pays, 2 zones importants du pays qui essayent d'être équilibrés pour que les populations, la plupart analphabètes, se retrouvent un peu dans l'attelage. Voilà. Connaître le colistier, ça devrait quand même venir, bien évidemment, avant la date du dépôt de candidature, ou c'est dans la... J'ai écouté le représentant de l'Union progressiste, M. Souksou, ce matin, ce dimanche. Sur l'entretien. Oui, 17 sur l'entretien. Je pense que ça ne doit pas tarder. Je pense qu'ils sont en train de faire les réglages qu'il faut. Il n'y a pas 1000 personnes. Hein. Il n'y a pas 1000. Quand les critères sont définis, il n'y a pas 1000 personnes. Ça se jouera peut-être dans une shortlist de 6, 5 heures. Voilà. Et puis après, sans doute, ils vont consulter le chef de l'État lui-même pour savoir. Parce que, comme je dis, il est candidat. C'est important qu'il connaisse
qui soit en harmonie. Bon, c'est vrai que les noms que j'ai sortis, c'est des gens quand même qui le côtoient, qui sont avec lui. Et je pense que... Parce qu'en réalité, il faut une meilleure collaboration entre le vice-président et le président. Non, il n'y a pas de collaboration. Le vice-président est dans l'ombre présidentielle. Il est tranquille, il n'a rien. Si le chef d'État lui confie quelque chose, il le ferait dans l'ombre présidentielle. Donc, il n'y a pas de collaboration. C'est que le chef, c'est le président de la République. Le vice-président, il est là pour être son ombre, empêcher que quelque chose arrive. Et pendant ce temps, il gère la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin. Donc, il est occupé comme grand chancelier de l'Ordre national du Bénin. Donc, détenteur d'un pouvoir délégataire du chef de l'État. Et donc, en la matière, il est sous tutelle. Voilà. Donc, il est sous tutelle. Oui, il est sous tutelle. Bon, de toute façon, les gardes faut en qualité de grand chancelier national du Bénin, il relève de la tutelle de la présidente de la République. Donc, il est sous tutelle. En qualité de vice-président de la République, il n'a aucune fonction exécutive. Donc, il n'est pas en collaboration. Il est en relation, disons, il est en réserve. C'est un officier de réserve. Il doit bien se tenir. Tout à fait. Voilà. En tout cas. Voilà. Nous allons parler toujours de l'Union progressiste, quand même, qui, au détour de cette session extraordinaire, a quand même donné des consignes par rapport au parrainage. Par exemple, l'Union progressiste qui dit, par exemple, que ces élus peuvent parrainer d'autres candidats, mais ces candidats doivent être issus d'un parti politique légalement reconnu. Est-ce que cela ne vient pas en contradiction avec la réforme du système partisan, ou du moins cet aspect touchant au parrainage d'élus? Je suis surpris que ça devrait plutôt faire plaisir à beaucoup. L'élection présidentielle, ça n'a rien à voir avec les partis politiques. C'est peut-être ça. C'est peut-être vrai. J'ai toujours répété que c'est une élection qui concerne une personne, tout à fait. Une individu. Mais cela dit, quand on a fini de dire ça, est-ce que vous pouvez rassembler votre caution seule? Quel travail vous avez fait pour avoir vous seul une caution, pour présenter? Et les frais de campagne électorale, comment vous allez les trouver? C'est une personne qui est devant, mais cette personne doit être portée par une dynamique. C'est ça le principe. C'est une personne. L'élection présidentielle présente une personne. Mais quelle est la dynamique derrière cette personne-là? Ça, c'est la première chose. Mais là, je vais peut-être aller plus loin là-dessus. Mais je reviens un peu aux consignes. Quelle est la valeur juridique des consignes? Zéro. Quelle est la valeur juridique des consignes? C'est nul. Et pourquoi les donner alors? Bien sûr. Pourquoi on dit je soutiens au second tour tel candidat? Pourquoi on dit le parti en demande qu'on soutienne? Les consignes existent. C'est comme des recommandations. Mais les consignes également sont témoins, signes de votre orientation, vous. Je vous ai toujours dit que le parrainage ne concerne pas les partis politiques, ça concerne les élus. C'est un parrainage d'élus. Donc quand les gens disent que bon voilà, parlement monocolore, comment il peut parrainer, il faut qu'il se réfère à la notion du peuple. Et si on se réfère à la notion du peuple, on comprendra que le parrainage est un parrainage d'élus. Et que ceux qui disent que ailleurs c'est un parrainage d'élus, et là c'est le parrainage populaire, non. Le peuple, soit il est direct, soit il est représenté. Et dans le cas d'espèce, on a préféré un parrainage du peuple représenté. Donc, c'est la même chose. Il ne faut pas que l'on accélère. Et quand on le dit, ceux qui nous ont appris ça savent que c'est vrai, même si avec le temps, ils sont dans d'autres postures, ils changent. Le parrainage, que ce soit un parrainage direct, aller colmater 1000 signatures par arrondissement, c'est même tracassant. D'aller faire 1000 signatures avec des dépôts de signatures. Et on dit pas arrondissement. On a 4-5 arrondissements. Si vous devez faire ça, c'est harassant. Si on dit même pas commune, 1000 par commune, ça fait 77 000 signatures. C'est beaucoup. Occuper le fauteuil n'est pas facile non plus. Donc il faut se démerder. Donc aller négocier 15 signatures, 15 d'élus, n'est-ce pas plus simple? Ça, c'est ça. Donc après, quand on dit posture, quand on dit c'est par exemple monocolore, comment ils vont se donner parrainage aux gens. Mais voilà, l'UP qui totalise pratiquement quand on fait quand on fait un peu la ratio 16, et pareil, il faut 16 parrains. 16 parrains. L'UP qui a pratiquement 88, 87 élus. 87 élus, je peux me tromper. L'UP a 87 élus. Pas une quarantaine de députés. Ça fait 5 parrainages possibles. Ça fait 5 parrainages possibles. Donc l'UP dit à ces gens, voilà les critères. Vous donnez vos parrainages, mais donnez-les à ceux qui sont présentés par les partis politiques. C'est des consignes.
L'élu UP, c'est qui représente le peuple, mais c'est qui vient de l'UP. Alors, quelle est la valeur de la consigne? La valeur, c'est que je viens de l'UP et je dois suivre la discipline de mon parti. Ça, c'est moral. Et ça, c'est lié, vous avez vu, à la personnalité. Lors des élections communales, que des élus n'ont pas suivi la dynamique du parti. Parfois, le parti désigne tel candidat pour être maire et des élus vont, et d'autres sont allés ailleurs. Tout à fait. Dans le cas d'espèce, c'est la même chose. L'élu est libre de suivre les consignes de son parti ou de dire en mon âme et conscience. Mais quand tu vas en ton âme et conscience, alors que tu sais que tu viens d'un parti, tu connais la suite. En France, des élus de droite ont été radiés de leur parti ou bien été contraints à la démission parce qu'ils ont osé dire qu'ils donneront consigne de vote en faveur du Front National lors des élections. C'est l'une des frictions qu'a connu le parti l'UDF, le parti du centre français, à un moment donné, et tous les partis français, plus ou moins, ont connu cette situation. Lorsqu'il est question donc de faire front contre le Front National, et donc certains disent, ah non, c'est quand même un parti représenté, on ne peut pas le bloquer. Et certains, compte tenu des réactions, des réalités de leur localité, disent qu'ils sont prêts à faire front avec le Front National. Donc, ça crée tous ces problèmes. Alors, donc, les consignes du parti ne sont pas des légats. Les consignes du parti ne constituent pas une loi, ne constituent pas un décret, mais c'est des directives. Et quand vous êtes dans un parti, ce n'est pas la hiérarchie du parti qui a décrété. Ça veut dire que vous avez fait des débats et vous avez décidé. Si vous avez décidé, l'élu qui suit les consignes ne viole aucun texte. La Constitution n'a pas dit les conditions du parrainage, à parler d'un parrainage dont les conditions sont fixées par la loi. La loi a précisé simplement qu'il faut avoir 10 parrainages d'élus. Et le 10%, 10% des élus, députés ou maires. Du coup, le parti oriente. Rien n'est violé là. On est dans la dynamique. Il faut bien quand même des critères. Quand 50 viennent à vous, pourquoi je choisis un ou pas l'autre? Donc aujourd'hui, je pense que les potentiels candidats savent à quoi s'en tenir. J'ai entendu, déjà les parrains. J'ai entendu les portes ouvertes à la corruption. Aujourd'hui, si moi je deviens candidat, et c'est que maintenant j'ai un parti derrière moi, il suffit simplement que le parti écrive aux députés, à la direction de l'UP, et dit que bon voilà mon parti me présente, c'est que je demande que l'UP me mette des parrains à disposition. L'UP va dire, ah, non, allez libérer, moi je ne suis pas là pour... Allez, ok, j'irai discuter avec les parrains. Ils sont tenus de me donner le parrainage, parce que maintenant je connais les conditions que l'UP a données. Il faut que les gens soient d'un parti politique. Donc, je peux ne pas être de l'opposition. Je peux être critique envers le parti Talon. Mais je vais demander et ils doivent me donner. C'est clair au moins. Les Béninois n'arrivent pas toujours à dire ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais ce n'est toujours pas clair, Agapit Napoléon. Quand on prend par exemple un certain Daniel Eda qui dit qu'il va aux élections et qui n'est pas issu d'un parti politique, par exemple, il est lésé. Moi, quand j'avais moins de 40 ans, j'étais lésé de ne pas pouvoir aller aux élections, alors que de quel droit on m'en avait empêché? Et pourquoi, de quel droit vous pensez qu'Adrien Ngouedi ne peut pas être président de la République? Parce que la loi a décidé. Donc, pourquoi vous voulez que tout le monde soit satisfait? On n'a pas d'exclusion des sélections. Ça fait littérature, comme d'habitude. Mais la loi, c'est... À un moment donné, on fait des choix. J'ai toujours dit que moi, quand j'ai toujours dit, la limitation d'âge est un faux truc. La limitation d'âge c'était un mauvais choix. J'ai en mesure de voter, j'ai voté le bulletin vert le 8 mai. Parce que je trouve qu'au nom de quoi on doit limiter l'âge aux élections? Je continue de le dire, c'était de l'exclusion. Mais on l'a gardé. Jusqu'à 30 ans après, on continue de le garder. Les gens en ont même fait une option fondamentale qu'on n'a jamais débattue à l'Assemblée et à la Conférence nationale. Les gens en ont fait. Et c'est dedans aujourd'hui. Donc, au nom de quoi vous pensez qu'on ne doit pas réduire? Donc, c'est des conditions impersonnelles. Allez chercher un parti politique. Les partis politiques animent la vie politique. C'est eux. L'élection présidentielle fait de vous un chef de l'État. Et le président de la République, c'est une fonction politique. Ce n'est pas une fonction de médecin. Ce n'est pas une fonction de professeur d'université. Ce n'est pas une fonction d'ingénieur, agronome, ou de magistrat, ou de diplomate. C'est le tout à la fois. Il est le chef suprême des armées. Donc il est censé donner des ordres militaires. Il est le premier magistrat, il préside le conseil supérieur de la magistrature. Enfin, je ne sais pas si ça a été corrigé, mais il est le premier magistrat du pays. C'est lui qui nomme au poste international, au poste d'ambassadeur. Donc, c'est lui qui a reçoit les accréditations. Alors, regardez toutes ces fonctions en une seule personne. Et vous dites que
il vient de néant et dit je vais président, on va lui donner parrainage, vous aussi. Pour moi, j'estime que un appareil doit vous poursuivre. Aujourd'hui, la latitude est, il peut être soutenu par 2, 3 partis. Ce n'est pas les partis qui vont aux élections, c'est l'individu. Mais on dit, l'UP dit, l'individu doit avoir derrière lui une force politique qui le pousse. En quoi c'est violer la loi? Quand la Constitution dit que les partis politiques animent la vie politique nationale. En quoi? En fait, quand on dit que... parce que là, on est en train de parler de membres de partis politiques. Par exemple, Daniel... On n'a pas dit membre de... Soutenu par, nuance. Entre soutenu par et membre de parti, il y a une nuance. Faut bien... Qu'a dit l'UP? Lisez, c'est quoi? Quelle expression l'UP a utilisée? Membre... Il faut quand même être soutenu. Est-ce que être soutenu fait de vous un membre? Patrick Talon est soutenu par Moël Béné, par l'UP. Bon, on pourrait dire que le cas de participation il n'y a pas de bon. Pourquoi exceptionnel. Vous aimez jouer avec les mots? Être membre n'est pas être soutenu par. On peut être soutenu par sans être membre. Donc, il faut que nous parlons français. Il est quand même un français facile. Nous devons pouvoir nous exprimer pour qu'on se comprenne. Le être soutenu n'est pas être membre de. Donc, Daniel Eda, Yannick Dossou, et je ne sais pas. Joël non, lui, il est dans un consortium d'un front. Un front, ce n'est pas. Dans le front, il y a 2 partis. S'il n'arrive pas à trouver soutien, bon, comme lui-même doit quand même se dire qu'il a un problème. Donc, moi, je ne veux pas parler de lui parce qu'il est déjà dans un front. Si son front, lui, l'aime, il doit l'adouber. Et donc, il doit pouvoir. Mais je n'ai pas vu Daniel Eda encore. Je n'ai pas vu Yannick Emmanuel Dossou. Je n'ai pas vu encore Nadine Kokode. Donc, c'est un homme à s'annoncer. C'est l'occasion pour eux maintenant d'aviser. Les partis sont là. On a assez de partis. On a une douzaine. Alors, on a une douzaine pour 8 parrainages possibles. 14, alors, donc, on a 14. Pour 8 parrainages possibles. Alors, où est le problème? Où est le problème? Donc, moi, je pense que l'UP a réglé le problème. L'UP a réglé de manière, à mon avis, très professionnelle, très politique le problème. Et donc, normalement, les gens devraient applaudir. Parce que quand on dit oui, mais c'est des élus, qui peut aller, comment vous voulez qu'un élu de la majorité donne le truc à l'opposition? L'UP a évacué cette question. Donner ça à des élus, mais enfin, à des candidats, portés par des partis politiques. Donc, soutenus par des partis politiques. C'est tout. Donc, les Kanouka allaient voir les partis politiques. Les partis politiques animent la vie politique nationale. Donc, on ne peut pas faire reproche. On ne peut pas faire un reproche à quelqu'un qui incite. Parce que si moi j'étais parrain, si j'étais un parrain, je ne donnerais pas caution. Comme je vous l'ai dit, moi j'irais plus que l'UP. Chaque parrain a des critères. Moi j'irais plus que l'UP. Vous devez signer l'engagement de respecter nos institutions. Et que chaque fois que vous prenez la parole, vous devez être un modèle de citoyen devant nos enfants, devant l'élite, devant tous ceux qui vous écoutent. Un candidat, c'est si facile pour lui, il fera l'engagement. Mais après... Après quand il va dire je ne reconnais pas la justice de mon pays, il va dire donc voilà un candidat qui n'a pas de parole. On voulait me dire que la parole est morale, d'accord. Mais quand tu as signé ça, parce que tu veux gouverner un pays dont tu ne crois pas aux institutions, alors tu veux gouverner qui? Tu veux gouverner un pays, tu rejettes les lois. Tu veux gouverner qui? Tu veux gouverner un pays, tu ne connais même pas la notion du peuple. Alors c'est quoi? Qui tu veux gouverner? Donc, il faut déjà que le monsieur, la dame donne les garanties qui savent de quoi on parle. Et qu'un État, ce n'est pas une épicerie, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une ONG où on peut se promener, aller chercher partenaires et bailleurs de fonds pour venir raconter des paradigmes qui parfois sont mal maîtrisés. Non. Un État, c'est toute une organisation. L'État, c'est une organisation et des ramifications. C'est une superstructure qui a avec des paliers et tu dois comprendre ça. Après, on peut ne pas être d'accord avec telle ou telle orientation. On a les voies de recours. Et quand on n'a pas de voies de recours, on attend son tour. Ça veut dire quoi? On maintient un dialogue parce que en réalité, le meilleur juge, c'est le peuple et le temps. Le meilleur juge, c'est le peuple et le temps. Le peuple, parce que c'est lui qui prend des décisions. Le temps, parce que ça finit par aller en votre faveur lorsque vous savez attendre et lorsque vous savez convaincre. Donc, mais il y en a qui veulent tout faire, tout régler au même moment, parce qu'ils pensent que le temps là leur appartient, que ça aujourd'hui, là, rien ne se passera, que tout se passe aujourd'hui, sans eux, ça va s'écrouler, et donc, ils mettent du désordre. Non, ils se trompent. Donc, si moi je devais être parrain, je serais plus exigeant que l'UP. Et l'UP n'a été pas du tout exigeant. L'UP a été vraiment ouvert en disant, c'est le minimum, il faut quand même un minimum de critères.
C'est quand même le minimum possible, à mon avis. Et si moi j'étais candidat, je pense que j'ai l'occasion d'aller à la recherche d'abord des candidats. Je ne vais même pas aller me déranger. J'écris. Il faut aller chez Je demande à rencontrer tel élu. Je lui écris même que je sollicite son parrainage et de me recevoir quand il veut à son calendrier. Et je me mettrai à sa disposition pour lui expliquer mon projet. Je ne lui dis pas de me soutenir. Encore que je peux leur écrire en disant, bon voilà, vous l'avez dit, quand il a soutenu par le parti, je mets l'engagement d'un parti qui me soutient. Et donc, en plus, je leur demande, j'écris à 15 parrains. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, à mon avis. Est-ce que, quand je demande... J'irai cueillir le formulaire, oui, parce que l'UP a dit que c'est le parrainage d'élu, oui, soutenu par... Tout à fait. Agavit Napoléon, vous n'oubliez pas que quand on parle de l'élection présidentielle, on n'est pas loin de peut-être une éventuelle corruption. On dit soutenu par un parti politique. Pour qu'un parti vous soutienne, le parti pourrait... il peut avoir les enchères. Oui, ça c'est le problème du parti et du candidat et du parti. Ça c'est des... Par la réforme du système partisan, on voudrait quand même régler des choses. Non, le candidat et le parti, juste là, ils sont dans leurs problèmes. C'est des organisations internes. Le parti politique anime la vie politique, mais le parti politique n'est pas une organisation nationale. Ce n'est pas l'organisation interne d'un parti est libre. C'est comme une entreprise privée, le parti politique. C'est comme une entreprise privée qui a reçu un certain nombre de postulats pour pouvoir agir sur la place publique. Donc, son organisation lui est interne. La loi lui fixe les conditions d'existence, comme pour créer votre entreprise. Mais après, l'organisation interne vous revient. Donc, si vous voulez, avant de cautionner un candidat, c'est à vous de donner encore votre voilà le pouvoir que le parti lui a. Après, le parrain, lui, est un élu. Donc, le parti, comme parti politique, anime la vie politique nationale. Son pouvoir, c'est de regarder qu'est-ce que le FCBE a dit. Le FCBE dit, si je ne me trompe pas, j'ai lu dans les médias, qu'il y a un certain nombre de personnes qui l'ont choisi, qui l'ont présélectionné, d'aller à la quête du parrainage. Voilà. Donc, le duo qui aura le plus de parrainage, donc les 16 sera... Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, vu ainsi, c'est l'organisation interne. Ça, c'est le parti, c'est ce que le parti lui peut faire. Mais un individu, par exemple, de FCBE, peut aller chercher un des 16 parrains et peut-être, bon, convaincre, je ne sais pas, FCDB pour dire, bon, écoutez, ouais, là-bas, là. Donc, si FCDB se retrouve dans le projet de ce monsieur ou de cette dame qui a peut-être 16 parrains ailleurs, mais... le parti le porte. Le parti le porte. Alors, est-ce qu'il y a corruption en bas? Ça, c'est... Il faut le démontrer. Donc, cette corruption-là, est-ce que quand, je ne sais pas, vous voulez louer, vous voulez obtenir, je ne sais pas quoi, un prêt chez un ami, vous passez par un autre, si tu me trouves, ça te donne 10%. Est-ce que tu es... Ça, c'est tant qu'entre vous, privés, ça reste entre vous et ça ne crée pas de problème qui va à la brigade, chez le policier, ça fonctionne. Donc, entre le candidat potentiel et le parti politique, ça c'est si le parti n'utilise pas les moyens de l'État pour le faire et que ça reste entre eux, ça c'est leur entente. Un contrat, c'est la loi des partis. Vous êtes entendus pour pouvoir avoir donne-moi, soutenez-moi, moi je finance peut-être une partie de votre fonctionnement. C'est votre deal. Moi, a priori, tant que ça fonctionne, il ne se pose pas un problème de corruption. Il se pose qu'une élection met en branle plusieurs états de situation. L'État s'occupe de la partie qui la concerne, c'est-à-dire le candidat doit avoir 16 parrainages pour aller à l'élection présidentielle, entre autres. Les partis disent, ok, l'UP dit, moi, mes élus sont là, je vous recommande de donner vos parrainages à ceux qui sont portés par des candidats, par des partis politiques. Voilà. Et maintenant, les partis politiques vont dire, bon, moi, pour porter candidat, voilà mes critères. Et ainsi. Donc, chacun, c'est ça, les rôles sont démultipliés. Ne demandez pas à l'État de tout régler de base, de la naissance du candidat jusqu'au jour où il prête serment. Non, l'État ne peut pas faire ça. À quand l'offre à présenter au peuple? À quand les projets ou le contenu de ce qu'on voudrait offrir au peuple, Agapit Napoléon Maforékan? On devrait déjà commencer depuis, parce que le chef de l'État, en faisant sa tournée, a fait le projet. Au départ, il est arrivé, il a fait l'état des lieux. Il a fait le projet de société, le projet de gouvernement. Le projet de gouvernement. Il avait un projet de société, il a transformé en projet de gouvernement. Ensuite, il a donné date. Je me rappelle encore lorsqu'il faisait 2 ans, en 2018, cette phrase qu'il a terminée, il a écrit un peu aux internautes,
pour dire nos sacrifices d'aujourd'hui seront nos succès de demain. On est en 2018. C'est normal qu'il célèbre les succès. Donc, le président de la République a célébré, à travers la mission de révision de comptes, a célébré les succès. Ses succès, les succès du peuple. Et également, ça lui a permis de voir là où il peut corriger certaines choses. On est allé à Sémé et on a entendu que le Sémé n'a aucun endroit où on peut mettre en place un projet public. Ça veut dire qu'il y a un problème là. On est allé à Bonou, il dit, ah, j'aurais pu commencer ma réunion par ici. Il est allé. Donc, quand vous regardez un peu le discours, à chaque endroit, il découvre certaines réalités, il prend acte de ça. Il y a des endroits où il a dit, ah, nous n'avons pas suffisamment investi ici. Donc, autant qu'il a célébré les succès, autant il a pris date pour la suite. Donc, voilà, au moins là, on connaît déjà le projet présidentiel. On connaît là où il est acté. On connaît donc, il lui fait maintenant de corriger. Mais ceux qui veulent lui prendre le pouvoir, il faut qu'ils nous disent en face quel est le projet. Sinon, les gens qui suivent ça bêtement là, ils vont revenir demain pour dire, ah, ils nous ont trahis. Parce qu'ils ne demandent rien. Eux, ils suivent des hommes. Ils ne suivent pas des projets. Ils suivent des littératures. Ils ne suivent pas de contenu. Et donc, après, ils se découvrent avec des trompés. Mais si vous ne peut se prévoir avec sa propre turpitude, si vous n'êtes pas capable de lire les signes, mais ne venez pas demain pour dire qu'on vous a berné. Donc, les projets de société, on est déjà en retard. Et je pense qu'il est temps qu'on... Pourtant, certains pensent que c'est lors de la campagne électorale les 2 semaines qu'on expose. On est en 15 jours. Bon, tant mieux. Mais ils n'ont qu'à exposer en 15 jours. Ils n'ont qu'à exposer en 15 jours. Mais à mon avis, un projet, le projet de société doit pouvoir se décliner tôt pour permettre aux populations donc de savoir que... Et dans le cas d'espèces, c'est une affaire d'offres, comme vous l'avez dit. Il y a un président de la République qui est en cours, qui est en place, qui revient, qui postule à revenir, qui brigue un second mandat. Il a déjà des acquis en sa faveur. Mettre l'accent sur les failles, c'est une faiblesse. Parce que justement, il n'y a que celui qui n'agit pas, qui ne se trompe pas. Et donc, aujourd'hui, quand on fait le ratio... Mais est-ce que je ne peux pas me baser sur quand même les insuffisances que j'ai notées dans la gouvernance pour pouvoir... Pour proposer. Si vous ne proposez rien, vous dites que, bon, voilà, c'est de la dynamique de licenciement, la dynamique de chi. Mais vous proposez. Vous avez fait quoi depuis? Vous avez apporté quoi? La littérature? Le bavardage? C'est pas ça. Donc, si votre discours doit concourir uniquement à critiquer. Mais l'autre, c'est qui a eu quelques limites à son action, il va les corriger. Parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne se trompent pas. Comme je le dis toujours, et c'est celui qui n'a fait rien, justement, qui ne se trompe pas. Il veut corriger. Mais vous n'avez encore rien montré. Vous n'avez encore rien démontré. Alors, est-ce que c'est les critiques qui font un projet de société? Je le disais il y a 5 ans, qu'un projet ne peut pas être l'anti-yaïsme ne pouvait pas être un projet de société. Je l'ai dit sur d'autres tribunes. Ça s'est retrouvé juste. Et donc l'anti-talent ne peut pas être... Une fois que Yaya a quitté le pouvoir, le projet est où? Donc du coup, les gens ont commencé par aller contre celui qui est là. Parce que Yaya n'est plus une... Et du coup, Yaya même s'est rassemblé avec les mêmes qui l'attaquaient. Et pour attaquer celui qui est au pouvoir. On ne peut pas... L'anti-président, celui qui est là, ne peut pas considérer un projet de société. C'est pas normal. C'est ces actions que vous pouvez analyser. Voir peut-être là où ça n'a pas marché. Nous suggérons, nous projetons, en sachant que il y a 10 personnes, il y a 10 choix possibles. Donc, ce qui marche ici, il faut le voir. Pourquoi ça ne marche pas peut-être là? Et peut-être dire, nous, on va corriger ça quand on sera là. Là, c'est plus concret. Le projet de Patrice Talon, il y a 5 ans, c'est le nouveau départ. C'est le nouveau départ. 5 ans après, il y a eu véritablement un nouveau départ. Le projet de gouvernement, c'est le Bénin révélé. 5 ans après, on a révélé vraiment le Bénin. On parlait tout à l'heure encore de cet rachat de dettes, comment le pays est aujourd'hui est crédible, a acquis une image internationale, la confiance des partenaires financiers, des marchés financiers, le Bénin respecté dans les instances internationales, les indices qui montent, le Bénin qui prend les devants de beaucoup d'indices. Ça, c'est un Bénin qui est révélé. Des Béninois qui découvrent leur propre pays. C'est un Bénin qui se révèle à eux. Des choses qu'on ne pouvait pas faire hier, qu'aujourd'hui, on dit que ça ne peut jamais se passer au Bénin. Ah, c'est non, ici, c'est le Bénin. Et pourtant, aujourd'hui, ça change. Donc, voilà ce qui a été fait dans le projet, entre le projet de société et le projet de gouvernement. Mais vous qui voulez remplacer Patrice Talon, quelle est votre logique? J'ai entendu le FCB aujourd'hui dire, ah non, c'est le projet social. Mais je pense que dans le débat, quand le débat va commencer, ils se rendront compte que le président Talon n'a pas été dans le populisme, dans la démagogie. Je pense qu'il a
il n'a pas moins progressé sur le terrain social. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être de revenir là-dessus. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Baforican. Vous êtes notre consultant politique, aspect électoral par ailleurs. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est la fin de votre émission, le décryptage de ce dimanche 17 janvier 2021. On va vous retrouver dimanche prochain pour Dimanche c'est politique. C'est bien le grand programme que vous suivez depuis le matin à travers les différents plateaux. Agréable suite de soirée en notre compagnie sur nos canaux digitaux également.